Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Le site qui essaie de démontrer que l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection. L'humanité a un sens. Nous travaillons à construire une sorte de paradis pour nos futurs descendants. On peut tous imaginer ce que pourrait représenter un paradis. Les 8 milliards d'êtres humains que nous sommes sur cette planète peuvent concevoir une sorte de paradis, un endroit en paix où la paix règne, la paix absolue règne, la fraternité règne, la liberté règne, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de... Voilà. Et où le travail n'est plus un bagne, quelque chose qui occupe toute une existence contre notre volonté, une contrainte, donc une véritable liberté, une égalité qui irait avec et une fraternité bien entendu qui va avec. Alors si l'humanité évolue, si l'humanité a un sens, nous qui construisons ce sens, sans le savoir, hein, on est les ouvriers de ce sens, eh bien nous avons chacun un sens. Notre vie a du sens, ne serait-ce que pour travailler à cette progression, à cette perfection, à ce paradis. Nous sommes les ouvriers, on pourrait dire altruistes, puisqu'on laisse tout, une fois qu'on a fini notre existence, toute l'énergie qu'on a mis et toutes les actions qu'on a faites, que ce soit des actions positives ou négatives, des actions, les belles actions et puis les actions moins belles, par le bien ou par le mal. En réalité, tout ce que nous faisons conduit à cette perfection. Évidemment, il vaut mieux choisir le bien que le mal pour travailler, mais il y a tout un passage sur le mal sur l'importance du mal sur le site mécaniqueuniverselle.net. Je vous renvoie à la lecture de ce passage. Donc nous avons du sens et c'est important de prendre conscience que nous avons du sens parce que l'absurde, le sentiment de l'absurde est quelque chose qui est une douleur en réalité, d'avoir le sentiment que nous ne savons pas pourquoi nous sommes présents sur cette planète, que c'est absurde, etc., qu'il y a des injustices, il y a tout un tas de choses qui nous ramènent à une sorte d'absurdité. C'est une souffrance. Alors, on prendra conscience que chaque être humain, dans l'avenir, prendra conscience, aura la chance d'avoir le sens, d'avoir conscience qu'il a du sens dans sa présence au monde. Et donc ça sera une des délivrances de l'esprit. C'est pas la seule, jusqu'à atteindre une délivrance absolue. Alors je vais reprendre ma réflexion autour de l'épisode 3 de l'émission Entendez-vous l'écho sur France Culture, qui était consacrée à la Silicon Valley et à la tentation libertarienne. J'essaie de critiquer un petit peu, d'analyser ce qu'il y a derrière ce mouvement libertarien, cette pensée libertarienne, et de voir jusqu'à quel point elle est viable, si elle est viable maintenant, si elle représente un futur, etc., etc. Donc, je reprends l'écoute et on y va. Par rapport au projet de l'école autrichienne initiale, là, il y a quand même une grosse contradiction. C'était la remarque que je voulais faire. Et je vous propose à présent d'écouter Elon Musk. Je pense que c'est très important que Twitter soit un espace inclusif pour la liberté d'expression. C'est un peu devenu de facto une place du village. Il faut que le fait de pouvoir s'exprimer librement, dans le cadre de la loi, devienne à la fois une perception et une réalité. C'est nécessaire au fonctionnement de la démocratie. C'est nécessaire au fonctionnement des États-Unis en tant que pays de la liberté et à beaucoup d'autres pays.
et finalement à soutenir la liberté partout dans le monde, plus largement qu'aux États-Unis. Je pense que le risque civilisationnel sera d'autant plus réduit que l'on parviendra à augmenter la confiance accordée à Twitter en tant que plateforme publique. Voilà. Alors, dans l'absolu, bien sûr, on pourrait croire que ce qu'il dit, c'est une évidence, et évidemment, c'est ça. Mais sauf que l'agora dont il parle, la place du village, on se retrouve comme au Moyen-Âge, ou comme il y a 200 ans, avec la noblesse qui est là et qui passe, qui parade, qui parle, qui prend la parole, et puis un peuple qui est là et qui, même si peut chuchoter à droite à gauche, en fait, sa parole est extrêmement limitée. Sur Twitter, ce qu'on entend, c'est surtout ce qu'on lit, c'est Elon Musk. Maintenant, il a réussi à faire que chaque... je ne sais pas combien il a de millions d'auditeurs sur cette plateforme, mais on a droit tous les jours à ses tweets. Et par contre, il n'a pas droit ni aux miens ni aux autres. Voilà, c'est le parcours du combattant pour pouvoir avoir un petit peu de visibilité. Et en plus, ça demande une corruption finalement de soi-même pour accéder à... Il faut faire le buzz, c'est tout un système qui est l'algorithme qu'il propose est extrêmement injuste et conduit à un système totalement, à mon sens, dictatorial. Donc, la démocratie dont il parle, et secondo, la démocratie d'ailleurs dont il parle, eh bien, elle a été maltraitée, elle a été abusée, elle est en passe d'être mise à bas, justement par l'oligarchie. C'est l'oligarchie qui a abusé la démocratie en refusant les contraintes qui conduisaient à toujours plus d'égalité, c'est-à-dire payer des impôts, etc. pour les riches, être sous une certaine contrainte de l'État, que l'État leur refusait des pans de la société qui devaient rester au peuple, hein, l'hôpital, l'école, la prison, je sais pas, la justice, voilà, tout un tas de choses qui ne devaient pas être touchées, les médias, etc., ne devaient pas être touchés par l'oligarchie en réalité, parce que c'est des pôles qui doivent appartenir au peuple, sauf que ça n'est pas le cas. Et donc, en réalité, la défaillance de la démocratie que l'on mesure depuis une quarantaine d'années, elle vient du néolibéralisme, donc de la libération que ces oligarques ont contraint l'humanité, dans laquelle ces oligarques ont contraint l'humanité. Donc c'est, entre guillemets, l'hôpital qui se fout de la charité, parce que on perd de la démocratie, et d'ailleurs on voit bien, là tout à l'heure j'ai ouvert mon TikTok par exemple, et je suis tombé tout de suite sur Elon Musk qui parle avec la prétendante au trône d'Allemagne d'extrême droite et qui la soutient. Voilà, donc on est dans quelque chose qui est extrêmement pervers à ce niveau-là. Alors oui, le Twitter, X, TikTok, Facebook, etc., c'était des choses qui permettaient, dans l'absolu, de développer la démocratie au maximum. Sauf que, comme tous les systèmes, ils finissent par être un peu corrompus. Et donc, il faut les ramener à une autre philosophie. Et à mon sens, tant qu'ils appartiendront à des individus, à des particuliers, ces réseaux sociaux, à des milliardaires, eh bien, le peuple sera maltraité par ces réseaux sociaux.
parce que c'est leur vénalité, leur désir de toute puissance, etc., qui est inhérent à chaque être humain. Si on nous donne les moyens d'être tout puissant, 99% ou 95% vont en abuser. Et puis 5% vont au contraire pouvoir... Mais bon, la majorité humaine va en abuser. Et c'est ça le problème. Donc il y a quelque chose qui ne va pas avec cette philosophie, avec un extrait d'un TED Talk d'Elon Musk en avril 2022, quelques mois plus tard. The bird is freed. Le fondateur de SpaceX tweetait « L'oiseau est libéré » pour annoncer le rachat officiel du réseau social. En quoi ou est-ce que... Et le réseau est libéré et maintenant il faut payer par exemple. Alors qu'avant c'était gratuit et maintenant il faut payer pour avoir un peu plus de visibilité, pour avoir etc. Donc il y a quelque chose qui va pas du tout avec la philosophie dont il parle, avec la philosophie libertarienne au fond. Ou alors c'est une philosophie qui peut pas fonctionner dans la société. On est beaucoup moins heureux sous le néolibéralisme, donc qui est quand même largement initié par l'oligarchie, par cette oligarchie qui est à tendance finalement néolibérale. On est largement moins heureux que sous les 30 glorieuses, quand l'État-providence pouvait prendre en charge tout un tas de choses pour l'être humain et le laisser en paix, le laisser tranquille, le peuple, la majorité du peuple qui n'est pas de l'industriel qui veut être milliardaire, la majorité du peuple cherche à être juste paisible, tranquille, faire leur petit boulot et puis avoir des amitiés, profiter du temps, passer du temps avec leurs amis au bistrot ou en famille avec ses enfants, etc. Et avec le moins de soucis possible. Et là, ils nous ont mis un souci inouï en 40 ans là, de néolibéralisme. Donc il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il faut avouer. Le fonctionnement actuel de Twitter, devenu X, illustre-t-il l'idéologie libertarienne de son propriétaire, Nikos Myrnéos ? Eh bien, d'abord, je pense que dans le management brutal d'Elon Musk, on peut trouver peut-être un lien avec cette idée des libertés absolues du patron, en l'occurrence. Elon Musk, quand il a lancé cette entreprise, il a brutalement viré la moitié des personnels par mail. Il a ensuite expliqué aux autres qu'il faudrait qu'il fasse avec son management hardcore, je cite le terme qu'il a utilisé. Donc, c'est quand même un comportement très problématique, puisqu'il n'y a aucun respect pour la législation du travail, aucun respect pour ses salariés. Par ailleurs, et en fait, le libertarisme, c'est la proposition fondamentale, c'est que chacun atteigne son bonheur, que chacun puisse accéder au bonheur. Mais dans un système comme ça, quel bonheur il propose à quelqu'un qu'il vire comme ça, du jour au lendemain, sans se poser de questions s'il avait des crédits, des trucs, enfin bref, voilà, il plonge des gens dans l'inverse du bonheur. Donc ça fonctionne pas avec un tel état d'esprit. Et cet état d'esprit, c'est pas sa faute à lui. Il est juste un être humain avec des qualités et des défauts. Et comme il est en plus dans le système dominant, dans un système dont on sait que pour une grande partie, ils ont une forte tendance, certains, une grande partie, 20% d'après une étude américaine, ont une forte tendance à la psychopathologie, à être des psychopathes finalement. Donc on voit bien qu'on ne peut pas être sous leur proposition, sous leur autorité. C'est pas à eux à faire des propositions des choix de vie pour l'humanité. Ça fonctionne pas.
il y a quelque chose qui ne va pas derrière ça. Elon Musk a tout de suite commencé à mettre la main dans les algorithmes d'hiérarchisation de l'information de Twitter. On sait que c'est une plateforme très importante, c'est les systèmes nerveux du système médiatique mondial, puisqu'on trouve tous les politiques, tous les journalistes, tous les acteurs sociaux. Et donc, il a commencé à manipuler, on va dire, l'algorithme de hiérarchisation avec un objectif tout à fait clair qui était de favoriser certains discours, donc sous l'excuse de la garantie de la liberté d'expression, en fait, il a favorisé de la diffusion sur Twitter des discours antisémites, des discours racistes, des discours problématiques, awful but lawful, comme on appelle ça, c'est-à-dire la désinformation, par exemple. Et aussi, il y a eu des études empiriques qui ont été faites depuis, qui montrent également que un certain nombre des sources que le patron aime bien et qu'il met en avant, eh bien, ils apparaissent beaucoup plus régulièrement auprès des millions d'auditeurs. Donc, quelque part, il gère cette entreprise comme sa petite entreprise, à son propre service, au service directement du patron. Comme l'entreprise n'est pas cotée en bourse, il n'a pas le contrôle des investisseurs, donc il peut faire absolument ce qu'il veut. Et je pense qu'il utilise Twitter aujourd'hui comme une sorte de plateforme politique et idéologique, justement pour diffuser ses idées, ces mélanges un peu bizarres entre libertarianisme et idées d'extrême droite. Et je pense que peut-être derrière tout cela, il y a aussi des ambitions politiques pour sa personne. En tout cas, il y a aussi des motivations politiques très claires. Et c'est évident qu'il y a tout ce qui vient d'être dit. Et il y a une sorte d'inconscience qui est, je pense, en plus générée par cet état de toute puissance dans lequel il se trouve là avec l'élection de Donald Trump. Et donc, on retrouve le sentiment de toute puissance engendre une inconscience vis-à-vis des actes, des actions et même de ce qu'il défend. Par exemple, il soutient une personne d'Allemagne qui a fait un fake news inouï en disant que Hitler était de gauche, était socialiste, quelque chose d'inouï. Et ça passe à l'as, quoi. Voilà, donc il y a quelque chose où il n'y a plus de responsabilité, tout passe, parce que la façon dont les médias sont gérés fait que ils sont dans un état de toute puissance. Donc le pire est complètement normalisé. Et on ne peut pas être dans un monde, c'est pas le premier qui amène cette sensation. Ça fait déjà 30 ans qu'ils nous font doucement, les médias, doucement accepter l'inacceptable, sur tous les plans, quoi. Les partis qui étaient opprimés du monde ont été sous silence absolu, dans un statu quo où personne n'en parlait. On savait bien qu'il y avait que des peuples opprimaient d'autres peuples à côté d'eux, et on le savait, mais personne n'en parlait. Et ça, c'est quelque chose d'inouï. 30 ans ou 20 ans avant le néolibéralisme, c'était quelque chose que les médias allaient chercher. Quand il y avait des injustices dans le monde, les journalistes allaient les révéler, les éclairer. Donc c'est vraiment l'usine à nous faire accepter l'inacceptable, à faire accepter des choses qui sont totalement injustes. Et ben là, voilà, il continue à parler avec cette personne qui a lancé cette fake news qui est inouïe, quoi. Parce que il y a des tas de gens qui la reprennent et qui y croient tranquillement que Hitler était de gauche, quoi.
C'est incroyable. Évoquer justement la radicalisation des idées libertariennes au sein de la Silicon Valley depuis une dizaine d'années, Nikos Myrnéos. Est-ce que cette radicalisation s'illustre par le fait que la question des inégalités de revenus est de plus en plus invisibilisée par les idées transhumanistes, idées portées par un certain nombre de patrons de la tech? Oui, aujourd'hui, chez les patrons de la tech, nous avons un mélange assez particulier de philosophie, d'idéologie, donc qui comprennent à la fois les transhumanismes, donc l'idée que l'humain doit se mixer en quelque sorte avec la machine pour pouvoir vivre plus longtemps. Le long-termisme est une philosophie qui a priori part d'un postulat intéressant. Hein. Il s'agit de dire que dans nos actions quotidiennes, il faut prendre en compte non pas l'univers tel qu'il existe aujourd'hui et la société telle qu'elle existe aujourd'hui, mais aussi l'avenir des générations futures. Sauf que ces théories-là, les instrumentalisées en quelque sorte par des gens comme Musk, mais aussi Jeff Bezos, etc., qui investissent massivement dans la colonisation de l'univers et de l'espace, pour financer ces types de projets, dans l'objectif de pouvoir faire en sorte que la vie intelligente humaine d'origine terrestre colonise l'univers et donc garantir l'avenir de l'humanité. Sauf que ces idées-là, qui peuvent être discutées au niveau philosophique, servent aussi également comme un principe de légitimation de l'accumulation de la richesse, puisque nécessairement pour financer des projets de ce type, eh bien il faut des gens très riches qui sont des philanthropes et donc qui dépensent cet argent dans les technologies qu'ils choisissent eux-mêmes, dans les projets qu'ils choisissent eux-mêmes, sur la base des critères que j'évoquais tout à l'heure. Et en fait, qu'on ne puisse rien leur dire sur le fait qu'ils réclament de payer le moins d'impôts possible, etc., d'être le moins embêté possible par la société, de faire ce qu'ils veulent. En fait, par exemple, rien que le fait qu'ils lancent des satellites tout autour de la Terre, il y a une pollution inouïe dans la stratosphère. Je ne sais plus à quel niveau ça se situe, mais enfin, c'est le patrimoine commun, cet endroit, l'air qui est à cet endroit-là, l'air déjà, voilà, il y a tout un tas de choses qui doivent passer, qui doivent devenir patrimoine commun. C'est impossible qu'on laisse ça à des particuliers. Ça appartient à l'humanité, en gros, aussi, et ça appartient même à la Terre, en fait, au monde vivant, en somme. Donc, il y a tout un tas de choses qui fonctionnent pas, quoi. Et donc, ça veut dire qu'il est nécessaire de disposer dans nos sociétés des gens ultra riches, des milliardaires qui pourront financer ce type de projet. Donc, effectivement, il y a une fonction politique là, de légitimation des inégalités, et surtout la légitimation de l'accumulation de fortunes assez énormes, qu'on n'a jamais vu d'ailleurs dans l'histoire de l'humanité par les patrons de la tech. Qu'est-ce que vous en pensez, Cyril Hédouin, sur le fait que les problèmes contemporains de richesse, d'inégalité, enfin de partage inégal des richesses sont négligés au profit de recherches sur la longévité, par exemple ? Oui, alors absolument. Bon, déjà, c'est pas très surprenant venant de l'idéologie libertaire. Sur la longévité, c'est déjà tellement, c'est tellement simpliste, quoi, parce que la longévité, par exemple, on sait que le stress, c'est un facteur de dégénérescence, que la malbouffe, c'est un facteur de réduction du temps de vie, etc. Tout un tas de choses que l'humanité pourrait vraiment, sur lesquelles l'humanité pourrait véritablement travailler. Alors, on se retrouve avec des gens qui veulent devenir bio, etc., bioniques, pouvoir être, vivre plus longtemps, mais ça ne concerne que très peu de monde. Ça concerne que ceux qui ont les moyens de vivre cela. Et ça, c'est complètement anti-libertarien d'une certaine manière.
c'est complètement injuste. C'est un système aristocratique, ça n'a rien à voir avec un système, à mon sens, libertarien. Libertarienne, que la question de l'égalité soit secondaire. Donc très clairement, c'est cohérent avec la pensée libertarienne, de toute façon, de mettre au second plan le problème des inégalités économiques. De manière générale, les libertariens ont toujours défendu un peu cette théorie du ruissellement, comme on l'appelle aujourd'hui, qui est que par la création de richesses via l'entrepreneuriat, via le marché, on va augmenter la richesse globale de la population et naturellement tout le monde va en profiter. Donc, encore une fois, je fais encore référence au manuel techno-optimiste de Marc Andreessen, c'est explicitement écrit. Le progrès technique a historiquement favorisé l'enrichissement de toute la population depuis la révolution industrielle. Alors, dans l'absolu, oui, c'est le progrès technique, il a favorisé cela, mais l'idée du ruissellement, on sait que ça marche pas, on sait que ça ne peut pas fonctionner. C'est sur ça qu'ils ont basé la mondialisation et on voit à quel point les écarts entre riches et pauvres s'est creusé. En Occident, ceux qui sont très pauvres sont vraiment beaucoup plus pauvres. Ceux qui étaient à peu près à la moyenne sont en train de glisser vers la pauvreté. Donc il y a et par contre, il y a des milliardaires qui thésaurisent l'ensemble des privilèges. Ça ne fonctionne pas, tout simplement. Ça fonctionne pas parce que ce sont des hommes, tout simplement. Et c'est pas parce que ce sont eux, c'est parce que c'est le mécanisme qui veut ça. Quand on est dans la toute-puissance et qu'on accumule et qu'on a en plus des idées de grandeur, d'hubris à ce point-là, ben on va préserver cette richesse pour pouvoir aller sur Mars et puis de Mars à aller plus loin et puis etc. etc. Mais il y a quelque chose qui va pas. Même à la limite, quand cette visée était soutenue par les États, bon, il n'y avait pas de problème parce que tout le monde participait à envoyer une fusée sur la Lune, etc., à faire des choses comme ça. Et donc, on pouvait réguler à ce moment-là. Mais là, comment réguler quelqu'un qui a acquis une fortune tellement considérable qu'il peut faire ce qu'il veut? Ça peut pas... dit très clairement là-dedans. Donc là, il y a déjà cette idée-là. Ensuite, effectivement, il y a en plus, et c'est assez nouveau finalement, cette convergence avec des idées un petit peu différentes qui viennent d'une autre communauté qu'on appelle parfois la communauté rationaliste, qui est très présente aussi dans la Silicon Valley et qui défend effectivement ce qu'on appelle l'altruisme efficace, le long-termisme, qui sont des idées basées sur, qui sont plus utilitaristes d'un point de vue philosophique, avec selon le principe selon lequel on doit utiliser les ressources au mieux pour maximiser le bien-être ou optimiser le bien-être de la population, mais alors pas seulement de la population présente, mais aussi de la population future. D'où l'idée de long-termisme et de coloniser l'espace pour augmenter le nombre de vies humaines. Donc de fait, et je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit, la question de l'égalité des richesses, de la répartition des richesses, passe complètement au second plan ici. Et puis vous l'avez dit tout à l'heure, Cyril Edouard, mais j'aimerais entendre Nikos Myrnéos sur ce point, sur l'ambivalence de la politique. Mais moi j'aimerais d'abord savoir, est-ce qu'on peut est-ce qu'il y a des vies possibles à l'extérieur? Il va falloir que je me penche sur cette question parce que coloniser l'espace, est-ce qu'il y a de la possibilité de vivre sur Mars ou ailleurs? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a une atmosphère? Est-ce qu'il y a de l'eau? Est-ce qu'il y a etc. etc. Qu'est-ce que c'est que cette normalité-là qui se propose à nous? Est-ce que c'est une normalité normale ou complètement anormale? Est-ce que c'est du délire ou est-ce que c'est une possibilité? Ça, je pense que c'est important de le savoir. Position des libertariens de la tech qui rejettent les régulations économiques de l'État et en même temps sont favorables aux aides financières à l'activité. On peut vraiment parler de paradoxe? Oui, on peut parler d'un paradoxe, on peut parler d'une idée. Je vais arrêter là pour cette vidéo et je ferai la dernière vidéo sur... voilà, il reste quelques minutes de cette émission géniale sur Entendez-vous l'écho. Voilà. À très bientôt. Merci de votre écoute.